TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo veut relancer le panafricanisme avant le grand rendez-vous de 2024. Une réunion préparatoire a eu lieu hier à Lomé, réunissant plusieurs acteurs du continent autour de la vision première des pionniers de cette idéologie panafricaniste. À découvrir dans ce journal. Et puis, pour une meilleure décentralisation au Togo, les communes du pays sont invitées à développer leur communication digitale. C'est à cette école, justement, que vont depuis ce matin, justement, les premiers responsables des communes du pays. Les détails à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a assisté hier à la cérémonie d'inauguration de Dangote Oil Refinery, la plus grande raffinerie à train unique au monde. Et cette importante infrastructure pétrolière est construite dans la zone franche de Lekki, près de Lagos, au Nigeria. Le compte rendu avec Joseph Amiga. Cette imposante infrastructure pétrolière est construite dans la zone franche de Lekki, près de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Dotée d'une capacité de traitement de 650 000 barils par jour, ce complexe industriel installé sur une superficie de 2635 hectares produira de l'essence, du diesel, du carburéacteur et bien d'autres produits pétroliers raffinés. Il devra à plein régime avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain, répondra à l'ensemble des besoins des Nigérians et disposera de réserves pour l'exportation. Ce vaste complexe comprend également une usine d'engrais d'une capacité de 3 millions de tonnes par an. Cet ambitieux projet intégré de raffinerie et de pétrochimie au Nigeria est l'expression de la contribution du secteur privé à relever les défis énergétiques et industriels de la sous-région et du continent africain. La présence du président de la République, Faure Gnassingbé, et de ses homologues de la sous-région à cette cérémonie traduit leur volonté de soutenir toutes les initiatives qui concourent au développement du continent, avec à la clé l'intégration économique dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le Togo et le Nigeria entretiennent d'excellentes relations de coopération, notamment dans les domaines économiques, commercial et énergétique, et œuvrent de concert avec d'autres États à l'intégration sous-régionale. Et sur le plan national, après l'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC, tout va très vite. Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a justement reçu en audience la vice-présidente du MCC département compact, et leurs échanges ont essentiellement porté sur les projets prioritaires du Togo à soumettre au conseil d'administration du programme compact du MCC. Arnaud Kilou pour des précisions. La mise en œuvre du programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC se précise pour le Togo. Les discussions entre la vice-présidente du département compact du MCC, Kekim, et la chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbé, ont permis d'identifier les projets prioritaires du gouvernement. On est en train d'explorer les deux secteurs de l'énergie et du digital qui vont transformer le pays et qui vont contribuer à la croissance économique partagée pour la population togolaise. On a lancé 2 missions de Washington DC cette semaine pour travailler avec les homologues togolais cette semaine pour décider quels sont les projets prioritaires pour ce compact. On est en train de développer ce compact pour aller soumettre à notre conseil d'administration l'année prochaine. Donc, on est dans la phase de développement de ce programme
mais on est très optimiste avec l'engagement du gouvernement du Togo et le partenariat entre le MCC et le gouvernement. Avant la phase opérationnelle du programme Compact sur le terrain, la mission du MCC veut s'assurer que les interventions répondent aux orientations de la feuille de route du gouvernement. C'est en décembre 2022 que le Togo est admis au programme MCC pour bénéficier de nouvelles subventions du Compact, fruit d'un engagement et d'un travail intensif à tous les niveaux opéré par les autorités togolaises pour le bien-être des populations. Le Togo va abriter en 2024, l'année prochaine, le 9e congrès panafricain. Cette prochaine édition aura pour thème l'ambition panafricaniste, mobiliser les ressources, fédérer les énergies et se réinventer pour agir. Mais avant 2024, le gouvernement togolais veut préparer et mobiliser tous les acteurs à ce grand rendez-vous. Raison d'ailleurs de la rencontre de Lomé hier, rencontre présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbé. Le compte rendu avec Arnaud Kilio. Comment réinventer le panafricanisme dans un contexte mondial difficile? Les ministres des Affaires étrangères, éminents professeurs et experts sont à Lomé pour préparer le 9e congrès panafricain de Lomé. Le panafricanisme est un héritage des pères fondateurs pour faire face aux défis mondiaux et conforter la position de l'Afrique sur la scène internationale. Pour qu'on puisse faire le congrès de Lomé de 2024, il faut qu'on se mette d'accord sur le mode opératoire pour savoir quelle est la politique ou l'attitude commune à tenir face à ce système-là. C'est ce que les autres ont fait avec Dubois, et c'est ce qu'ils ont fait avec Gavé, c'est ce qu'ils ont fait avec Nkrumah, et c'est ce qu'ils ont fait avec les réunions de l'OUA, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le 9e congrès va aboutir à un changement de paradigme pour continuer à œuvrer pour un panafricanisme ambitieux tourné vers la réalisation des promesses pour l'avenir du continent. Il nous appartient, nous, tous Africains et non-Africains, de tenir compte des leçons du panafricanisme. Premièrement, comprendre que le panafricanisme ne doit pas être racialisé. Deuxièmement, inscrire le panafricanisme non pas dans le rapport étroit entre l'Europe et l'Afrique, qui ne date que de 4 siècles. Donc, le panafricanisme doit échapper au ghetto du rapport avec l'esclavage, l'Europe et la colonisation. C'est que le panafricanisme doit aider à comprendre aussi les points critiques de l'Afrique. Pour gagner le pari, le 9e congrès de Lomé doit être inclusif et porteur d'espoir pour les Africains et des diasporas africaines. Le congrès aboutira sans nul doute à l'adoption d'une déclaration qui définira les nouvelles orientations devant assurer à l'Afrique une participation active à la gestion des problèmes liés aux grands enjeux du monde contemporain. Lors du congrès de Lomé, un regard particulier sera accordé à une implication de plus en plus grande de l'Afrique dans tous les processus de négociation et de la nouvelle architecture de la gouvernance mondiale. Les pays africains, soyez-en sûrs, plaideront à cette occasion au processus de réforme des institutions multilatérales. Au nom du chef de l'État, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement Victoire Tomega-Dogbé, s'est félicitée du choix du Togo pour abriter le 9e congrès de l'histoire. Il constitue aujourd'hui une occasion pour les Africains et la diaspora d'affirmer leur indépendance dans le nouvel ordre mondial. La place faite à l'Afrique, aux Africains et aux personnes d'ascendance africaine est insuffisante pour nous permettre de jouer pleinement notre partition. Nous devons donc tous travailler. Travailler par exemple à notre souveraineté alimentaire pour éviter de subir par exemple les conséquences néfastes d'événements que nous ne maîtrisons pas. Et nous voudrions saluer à cet égard les ambitions et les actions conduites par tous nos pays sous le leadership de nos chefs d'État pour l'opérationnalisation effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Car nous sommes convaincus
que si nous n'augmentons pas notre poids économique, notre poids politique ne saurait être plus significatif que les affaires du monde. Grâce à votre mobilisation et à nos efforts concertés, ce 9e congrès de Lomé, que j'ai l'honneur de lancer au nom de son Excellence, M. Faure Essaouira Gnassingbé, président de la République, chef de l'État, entrera lui aussi dans l'histoire. La rencontre de Lomé, prévue en 2024, va permettre de proposer des solutions innovantes destinées à améliorer la participation et la représentativité de l'Afrique dans les institutions internationales. Et nous découvrirons dans nos prochaines éditions ce que c'est que le panafricanisme concrètement, comment est-il né, quelles ont été les réussites et les échecs. Les bassins de rétention d'eau, on en parle ce soir en cette période de pluie. Ils sont construits suivant un schéma bien défini par rapport à l'espace géographique. Pour cause d'urbanisation ou d'occupation de l'espace, ces bassins ont des difficultés ces derniers jours à contenir le trop-plein des eaux de ruissellement. Ce soir, les techniciens nous expliquent le fonctionnement de ces bassins et les raisons de leur débordement. Et c'est un dossier signé Clarisse Atikle. Le Grand Lomé regorge aujourd'hui de bassins de rétention, des ouvrages réalisés en vue d'une meilleure gestion des eaux pluviales ou de ruissellement à Agoué de Lyon, à Gbalepedo, à Dido Gomé ou encore Todman. Ils sont connectés les uns aux autres par des canaux de drainage. Finalité, éviter les inondations et leur impact sur les populations. Un bassin de rétention, c'est un réceptacle qui collecte ou reçoit les eaux d'une superficie de l'espace. Sur ce schéma, dans l'angle gauche, un peu en haut là, vous avez ces bassins de rétention. Nelson Akibode est hydroclimatologue à l'Agence nationale de la protection civile ANPC. Il nous édifie sur les principes de construction des bassins. Les bassins de rétention ont un bassin versant, donc que j'ai délimité ainsi. Vous avez là le bassin versant de ces bassins de rétention. Vous voyez? Donc, c'est toute la superficie susceptible dans cette ligne de rupture de pente par rapport aux autres superficies qui peuvent converger, orienter leurs eaux de ruissellement vers ces bassins de rétention. Beaucoup d'autres facteurs ou paramètres sont également à prendre en compte dans la construction des bassins, notamment la nappe phréatique. Les nappes phréatiques à proximité du sol font remonter les eaux du sous-sol. Et donc, si on venait à construire, à augmenter la profondeur des bassins de rétention, le problème qu'on veut résoudre, c'est plutôt on va aggraver le problème. Ensuite, on tient compte de l'expérience du retour, c'est-à-dire les cycles climatiques qui vont de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans. En jargon climatologie, lorsqu'on vous dit des pluies de retour de 100 ans, c'est de très grandes pluies. Et donc, on tient compte également de ce paramètre-là pour construire les bassins de rétention. Si ces différents paramètres sont pris en compte dans la construction des bassins, comment s'explique alors le débordement des bassins de rétention ces derniers jours? Les populations ont cette impression que les bassins, au lieu qu'ils ne résolvent le problème d'eau, cause d'inondation. Ce n'est pas vrai. Vous avez dans cet espace-là, qui est susceptible d'envoyer de l'eau dans les bassins de rétention, entre-temps, le mouvement des populations, dans le désir des populations de s'installer, de construire, de résider dans leur propre habitation, il y a eu des achats de parcelles. Peut-être dans cette partie-là, il y a eu des achats de parcelles où les gens ont construit. Ça veut dire que ici, cette ligne de rupture-là est dégradée par la mise en valeur de cet espace-là. Non seulement la superficie de dalles et de toit va augmenter, la ligne de rupture étant partie, peut-être c'est bien en faveur
de ce bassin versant. Et donc, cette superficie-là, qui peut aller de 2 km à 3 km, voire 4 km, vont désormais envoyer leurs eaux dans ce bassin versant, au détriment de celui-ci. Et là, automatiquement, cette quantité d'eau-là qui vient va fausser les dimensions de ces réceptacles-là, de ces bassins de rétention. Et on va assister à des débordements lorsqu'il va y avoir des pluies intensives. Le système de pompage installé est la solution pour évacuer les eaux et éviter leur débordement. Le gouvernement a doté les bassins de rétention qui se retrouvent dans cette situation des moteurs de pompage de grande capacité qui facilitent le refoulement par des canaux de drainage pour faire partir l'eau. Et généralement, quand vous observez ces 30 minutes, 1 heure de temps, même s'il y a débordement, l'eau va être refoulée. Le phénomène de la marée haute en est également pour quelque chose. En période de marée haute, malheureusement, ça coïncide également avec les périodes de haute eau continentale. Et donc, quel que soit le niveau d'eau au niveau du continent, l'océan fait repousser. Et donc, ce qui ne facilite pas l'écoulement rapide. Il y a un écoulement, seulement que ce n'est pas rapide. Il y a un écoulement vers l'océan. Mais la pression, la poussée des eaux marines sur le continent à travers la lagune fait que les eaux fluviales qui sont de trop plein ne descendent pas, ne coulent pas rapidement vers l'océan. D'énormes investissements sont consentis par l'État pour réaliser les bassins dans les quartiers. Les populations ont donc l'obligation d'en prendre soin en évitant d'y jeter les déchets et les ordures qui empêchent souvent l'écoulement des eaux. Les opérateurs économiques membres de l'Association des grandes entreprises du Togo ont découvert aujourd'hui la loi de finances exercice 2023. L'initiative de l'Office togolais des recettes est de leur faire part des nouvelles dispositions contenues justement dans cette loi de finances et principalement dans le domaine de la fiscalité. Voyons cela avec Carmen Madjé à Kakpo. L'Association des grandes entreprises du Togo s'imprègne des nouvelles dispositions que comporte la loi de finances exercice 2023. L'exonération à la TVA des cantines d'entreprises, la reconduction du régime fiscal dérogatoire des entreprises en difficulté et la suspension du paiement sont autant de mesures qui peuvent aider les grandes entreprises à être plus productives. Et l'Office togolais des recettes OTR, leur partenaire de premier ordre, est toujours à leur côté pour leur présenter ces avantages. La suspension du paiement des acomptes ou leur réduction, notamment à travers les articles 116 et 119 du Code général des impôts. Et donc, c'était une mesure qui était tant souhaitée par les entreprises, notamment les grandes entreprises. Et donc, cela a été entendu par le gouvernement et qui a pris cela en compte. Vous avez d'autres mesures très importantes et qui vont concerner les salariés et qui rentrent dans le cadre de tout ce qui a été dit par le chef de l'État en décembre dernier. Et donc, il y a une réduction très puissante de la base ou bien de l'IRPP sur le revenu des salariés. Vous avez d'autres mesures qui concernent par exemple la déduction des primes d'assurance maladie lorsqu'elles sont versées par les entreprises pour l'ensemble de leurs employés. Et vous avez des mesures qui sont venues renforcer aussi l'équité notamment entre administration et partenaires du privé. La fêtière des grandes entreprises constitue un véritable appui à l'écosystème entrepreneurial national. 20% de contribution au PIB et 30% aux recettes fiscales et douanières. Pour ces responsables, cette rencontre avec l'OTR se justifie à plus d'un titre. C'était une bonne échange des informations pour la fiscalité. Nous, les grandes entreprises, et on va étudier la loi finance et on va travailler ensemble avec OTR
pour implémenter tous les termes fiscaux dans notre entreprise. Et on va améliorer notre entreprise et bien aussi l'économie des Togolais. Pour faire connaître les dispositions contenues dans la loi de finances exercice 2023 aux populations, diverses actions ont été entreprises par l'Office togolais des recettes OTR. Ces rencontres vont en même temps permettre aux acteurs de faire d'éventuelles propositions pour l'élaboration de la loi de finances 2024. Une meilleure gouvernance grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est l'objectif de la formation ouverte ce matin. Elle concerne les responsables des différentes communes du pays. Les précisions dans ce reportage signé Gisèle Kozona. Une rencontre pour renforcer les communes du Togo dans leur communication digitale et visuelle. 10 communes sélectionnées bénéficieront d'une formation de 3 jours axée sur la stratégie de communication digitale. Cette initiative, qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet gouvernance et décentralisation, va fournir aux participants les outils nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication digitale efficace, contribuant au développement des territoires. On va voir de manière générale ce que c'est que la communication, parce que la communication numérique vient de la communication générale. Donc, quelles sont les généralités sur la communication? Ensuite, on verra le numérique en communication publique territoriale. Parce qu'il y a la communication publique gouvernementale, donc qui concerne le gouvernement, donc les ministères, etc. Et la communication publique territoriale qui concerne donc, les communes, les institutions, les localités décentralisées. Donc, comment est-ce qu'on met en branle le numérique dans cette communication territoriale? Le ministère de l'administration territoriale, en collaboration avec la GIZ, mène ce projet dans le but de promouvoir chaque commune et son développement économique. Des communes qui viennent de naître ont forcément besoin d'accompagnement et d'appui sur tous les plans. Donc, que ce soit sur la communication, que ce soit sur les planifications, en fait, sur tous les domaines qui concernent leur gestion au quotidien. Et la communication fait partie donc, de cette gestion au quotidien-là. On espère, au sortir de cet atelier, qu'ils aient à disposition les outils et les méthodes qu'il faut pour entretenir et mettre en place une stratégie de communication numérique, la gérer eux-mêmes et pouvoir communiquer le plus efficacement possible, en tout cas à travers le numérique. Le gouvernement accorde une grande importance à une communication digitale réussie et s'engage activement dans ce domaine. Cette rencontre prépare le terrain pour les ateliers régionaux qui auront lieu ultérieurement. Communication toujours avec ces expressions, liberté d'expression, liberté de la presse, et on en parle tous les jours. Et c'était encore le cas donc ce matin à la conférence organisée par le Centre d'information des Nations Unies. La cible était les élèves de l'ISICA. Des futurs professionnels de médias ont été entretenus sur la thématique par le ministre de la Communication, professeur Akoda Ayewadan. Le compte rendu de la rencontre avec Marie-Ange Bida. Des étudiants futurs professionnels des médias s'imprègnent de la notion de liberté d'expression. La conférence sur le sujet offre l'occasion aux apprenants de l'ISICA. Le conférencier, ministre de la Communication et des Médias, le professeur Akoda Ayewadan, a amené son auditoire à savoir faire la nuance entre liberté d'expression et liberté de presse, puis a mis en exergue le rôle et la responsabilité du journaliste avant d'inviter chacun à connaître ses droits et devoirs. Toutes les constitutions de tous les pays consacrent la liberté d'expression. Cette liberté va se manifester en liberté de la presse, en droit d'être informé. Donc, chacun d'entre nous a droit à l'information, mais également a droit d'informer. Parce que le journaliste a une formation, parce que le journaliste a une responsabilité sociale. Sa liberté, ou en tout cas la liberté de la presse, doit contribuer à façonner, à édifier, à consolider ces différentes formes de droits fondamentaux. Tout au long de la conférence, des étudiants, tout oui, et déterminés à comprendre,
Attentifs, ils prennent note et posent des questions quand il le faut. Donc j'aimerais savoir comment procéder pour accéder à l'indépendance et quels sont les signes qui menacent l'indépendance des journalistes au Togo. Conserver son indépendance, c'est un exercice délicat que l'on doit continuer à faire dans la durée. Mais il y a déjà des outils. Pour être indépendant, d'un point de vue éditorial, il faut par exemple être indépendant financièrement. Il faut être indépendant intellectuellement, ce qui vous permet de prendre de la hauteur pour envisager les points de vue qui vous sont proposés et construire votre vérité. Un peu plus de 2 heures d'échange et chacun repart satisfait. Étudiant comme responsable du CINU, Centre d'information des Nations Unies, initiateur de la rencontre. J'ai beaucoup appris des choses que je ne savais pas et il a vraiment répondu aux questions qu'on se posait. J'ai retenu que la liberté est tout d'abord une responsabilité que le journaliste doit se fixer. Nous devons prendre sur nous pour pouvoir respecter la vie privée de l'autre, tout d'abord dans nos publications. C'est une manière de leur faire voir les réalités auxquelles ils seront confrontés demain sur le terrain parce que c'est un métier très exigeant, c'est une responsabilité permanente et c'est bien qu'ils aient été là pour l'écouter. J'espère qu'ils vont l'assimiler et ils comprendront les challenges qui les attendent demain. Chaque 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, un droit cher aux Nations Unies qui ne cherche qu'à façonner un avenir de droit. Pour la liberté de la presse. Actualité politique avec le recensement électoral qui suit son cours dans la zone 2. L'opération prendra fin dans quelques jours et sur le terrain, les cadres des différentes localités mobilisent les populations. C'est le cas par exemple dans la préfecture de Kloto où les premières autorités motivent toujours les retardataires. Dodo Ouare. Les doutes se dissipent pour ceux qui hésitent encore à se rendre dans les centres de recensement et de vote pour leur carte d'électeur. Une carte dont les avantages ont été présentés aux populations dans plusieurs zones de Kbalimé, que ce soit sur les marchés, dans les écoles ou sur les places publiques. Commerçants, artisans et professionnels ont pu recevoir toutes les informations nécessaires sur les conditions d'enrôlement leur permettant de jouir de leur futur droit de vote. Tous les habitants de Kloto, que nous mettions du sérieux et que nous puissions sensibiliser nos parents, nos familles et tout notre environnement d'aller se faire recenser en vue de l'obtention de cette carte d'électeur pour les échéances à venir. Ils ont étalé de long à large la valeur ou l'importance d'obtenir la carte d'électeur. Et vraiment, le message est très bien passé. Il s'agit d'un devoir civique qui interpelle tous les citoyens en âge de voter. Devant les populations, le ministre Kokoroko des enseignements primaires et secondaires ainsi que plusieurs cadres de la préfecture de Kloto n'hésitent pas à s'exprimer dans la langue locale pour convaincre davantage. L'enjeu est de taille et il est très important de rappeler à nos voyants de population que la carte électorale doit nous permettre de faire un pas puisque aujourd'hui la ville de Kbalimé ou bien la préfecture de Kloto commence à se métamorphoser grâce à l'action du chef de l'État. Il est normal que chacun témoigne de vive voix sa reconnaissance au chef de l'État par rapport à ce travail de titan qu'il abat chaque jour dans la préfecture de Kloto. Voilà pourquoi le ministre Kokoroko voudrait rappeler à tout le monde leur devoir civique. L'intérêt qu'il faut mettre en jeu, c'est aller se faire établir la carte électorale pour qu'au moment opportun, on puisse faire usage de cette carte. Le recensement, c'est pour tout être chacun. C'est un devoir civique et nous devons l'accomplir. Ce rendez-vous ne se limite pas seulement au recensement électoral. Les populations en ont profité pour exprimer leurs besoins au cadre présent. Le ministre promet de trouver des solutions à ces préoccupations en collaboration avec l'ensemble du gouvernement. En attendant, les populations sont invitées à participer activement au nouveau recensement électoral. Il reste quelques jours avant que l'opération ne prenne fin dans la zone 2.
Avis donc aux retardataires. Et voilà donc ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.